Une avancée est-elle possible dans la recherche de Nancy Guthrie? Nous venons de recevoir une déclaration du FBI concernant un gant testé pour l'ADN. Ils disent qu'il semble correspondre au gant de l'homme sur le perron de la maison de la femme de 84 ans. Au moment où elle a été enlevée, à quel point cela pourrait-il être important? Lorsqu'il s'agit de résoudre une affaire qui entre dans sa troisième semaine, nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Il y a 15 jours, Nancy Guthrie s'est rendue chez sa fille pour dîner et jouer à des jeux, une soirée familiale typique. Ensuite, un membre de la famille l'a raccompagnée chez elle, où elle vit seule, pas très loin. Et puis, aux premières heures du matin, elle aurait été enlevée et nous ne l'avons pas revue depuis. Nous ne savons pas qui est cet homme. Dans cette vidéo publiée par le FBI, cet homme masqué, armé d'un pistolet, portant un sac à dos avec des gants aux mains. Nous venons de recevoir une déclaration du FBI concernant un gant qui a été retrouvé lors des recherches pour Nancy Guthrie. Je vais d'abord vous lire cette déclaration, puis nous discuterons de sa signification. Les gants, retrouvés à environ 3 km de la résidence des Guthrie dans un champ près du bord de la route, ont été emballés par les adjoints du shérif du comté de Pima et envoyés en express dans la nuit du jeudi 12 février et ils sont arrivés dans un laboratoire privé en Floride le vendredi, c'est-à-dire le 13 février. C'est le laboratoire privé que le département du shérif du comté de Pima utilise en Floride pour l'analyse ADN des preuves qu'ils obtiennent. Et la déclaration poursuit en disant que le FBI a reçu les résultats préliminaires le samedi 14 février et qu'ils attendent maintenant le contrôle de qualité et la confirmation officielle. Aujourd'hui. Nous sommes dimanche. Avant d'entrer le profil masculin inconnu dans CODIS, maintenant, CODIS est la base de données nationale du FBI. Le processus prend généralement 24 heures à partir du moment où le bureau reçoit l'ADN. Les enquêteurs ont recueilli environ 16 gants dans les différentes zones près de la maison de Nancy Guthrie. La plupart étaient des gants de chercheurs jetés dans diverses zones lors de la fouille des environs. Celui sur lequel un profil ADN a été retrouvé est différent et semble correspondre aux gants du suspect dans la vidéo de surveillance. Le FBI a fourni et continuera de fournir son assistance selon le calendrier qui nous sera donné. Fin de citation. Donc il y a beaucoup d'informations là-dedans. Cela pourrait être une lueur d'espoir dans cette affaire. Vous entendez cette phrase? Celui dont le profil ADN a été retrouvé est différent et semble correspondre aux gants du suspect sur la vidéo de surveillance. C'est cette phrase qui nous a marqué maintenant. Il est également important de noter que le FBI qualifie toujours la personne que vous voyez sur la vidéo d'homme inconnu. Le porte-parole a également déclaré que, lorsque vous regardez la vidéo, il semble que la personne filmée sur le porche de Nancy Guthrie porte des gants en nitrile. Il a mis une autre paire de gants. Donc les gants en nitrile, c'est une alternative aux gants en latex. Ils sont très courants, ils peuvent être utilisés pour le ménage ou si quelqu'un porte un équipement de protection individuelle. Donc je pense qu'il y a un contexte important à prendre en compte pendant qu'on attend ces résultats ADN. Une fois la confirmation officielle obtenue, le FBI saisira le profil ADN dans CODIS, sa base nationale, pour vérifier d'éventuelles correspondances. Cette base de données contient les profils ADN de personnes condamnées, de personnes arrêtées ou détenues, de personnes qui ont déjà eu des démêlés avec les forces de l'ordre. Donc si le FBI finit par obtenir le profil ADN de la personne qu'il pense être celle masquée, et tu vois, c'est énorme. Si on ne sait pas ce qui va en découler, il pourrait obtenir une correspondance si cette personne a déjà son ADN dans le système. Maintenant, ce n'est pas clair, en regardant ce qu'a dit le porte-parole du FBI, s'il y a quelque chose à propos du gant qu'ils ont trouvé dans le champ qui leur fait penser qu'il est lié à l'enquête Guthrie. Et ce n'est pas juste un gant que quelqu'un a jeté sur le bord de la route, tu sais, c'est... En disant qu'il semble s'agir du même gant, veulent-ils dire que c'est simplement le même style de gant que l'on voit sur la vidéo? Le shérif du comté de Pima a précisé qu'aucun des gants recueillis comme preuve n'a été trouvé dans la maison ou sur la propriété de Nancy Guthrie. Il n'a pas non plus précisé quelles preuves ils ont trouvées à l'intérieur de la maison de Nancy Guthrie. Cependant, il a indiqué qu'un ADN autre que celui de Nancy Guthrie a été retrouvé à l'intérieur de sa maison. On ne sait pas si cet ADN appartient à la personne masquée que vous voyez devant sa maison, ni sur quel objet précis se trouvait cet ADN. Mais il y a ici un autre élément de contexte. Cela pourrait être un ami, quelqu'un de l'église ou une personne qu'elle engage pour l'aider chez elle. Les jardiniers
nettoyeurs de piscine et aides à domicile ont dû fournir des échantillons d'ADN pour l'enquête. Au moins 2 personnes ont été placées en garde à vue sans qu'aucune arrestation n'ait eu lieu. Un contexte important à ce sujet a été fourni aujourd'hui. Un rapport indique que les forces de l'ordre s'éloignent de l'idée de qualifier l'homme perquisitionné vendredi soir de suspect. Le domicile de cet homme a été perquisitionné avec un mandat fédéral et les forces de l'ordre ont aussi effectué un contrôle routier près d'un restaurant Culvers. Il n'a pas été arrêté. On ignore pourquoi les forces de l'ordre se sont focalisées sur cette maison, située à 3 kilomètres de celle de Nancy-Guthrie. On ne sait pas non plus ce qui a poussé les forces de l'ordre à vouloir arrêter ce véhicule, parler à cette personne et fouiller sa voiture. Encore une fois, pour les mandats de perquisition, les forces de l'ordre ont dû fournir des éléments au juge pour obtenir son approbation et mener l'opération. De plus, NBC News rapporte que les enquêteurs s'éloignent de la piste des membres de la famille de Nancy Guthrie, ainsi que de tout parent, comme suspect potentiel dans cette affaire. Cependant, le shérif a déclaré qu'aucune personne n'a été officiellement écartée tant qu'un ravisseur n'a pas été arrêté. Maintenant, alors que les forces de l'ordre local et fédéral continuent d'attendre les résultats de l'ADN, elles affirment qu'elles continueront à suivre les pistes dans cette affaire, y compris ce que ce suspect portait la nuit où il se trouvait devant la maison de Nancy Guthrie. Plus précisément, ce sac à dos qui semble bien rempli. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans le sac à dos, mais nous savons à ce stade ce que pensent les forces de l'ordre. Il s'agit d'un sac à dos de randonnée Ozark Trail de 25 litres, et le seul endroit où vous pouvez l'obtenir, c'est chez Walmart. En plus de cela, Fox News rapporte que l'étui que vous voyez sur le devant du suspect semble être un modèle bon marché. C'est une marque Strategy e-Holster selon Fox, et il est disponible chez Walmart. Vous pouvez l'obtenir pour environ 10 $, et il y a 5 magasins Walmart qui, selon les informations, en ont dans la région de Tucson. Ce ne serait pas la première fois que Walmart, ses registres de vente et ses vidéos de surveillance jouent un rôle majeur dans une enquête très médiatisée. Voici des images du quadruple meurtrier Brian Koberger dans un Walmart à Pullman, dans l'État de Washington en 2022. Il aurait effectué 13 voyages entre octobre et décembre 2022. Il a tué ses 4 étudiants de l'université de l'Idaho à l'intérieur de leur maison le 13 novembre. La police examinait ses achats chez Walmart pour retrouver où il avait acquis le couteau K-bar utilisé lors des meurtres. Maintenant, dans la recherche de Nancy Guthrie, les forces de l'ordre espèrent toujours pouvoir la retrouver. Et un élément clé pourrait être son pacemaker. Vous vous rappelez sûrement de la chronologie donnée par la police. Son appareil se déconnecte de l'iPhone à 2h28 et aurait aussi été synchronisé avec son Apple Watch. Son iPhone et son Apple Watch ont été retrouvés chez elle le matin où elle a été enlevée. Les forces de l'ordre utilisent désormais du matériel sophistiqué pour tenter d'en retrouver une trace. Des médias pacemakers ont observé un hélicoptère à basse altitude au-dessus du quartier de Nancy Guthrie, relayé par News Nation. C'est parce qu'ils utilisent ce qu'on appelle un détecteur de signaux à bord d'un hélicoptère, dans l'espoir qu'ils captent maintenant ce pacemaker. Pour utiliser cet appareil, il faut voler bas et lentement au-dessus d'une zone particulière. L'enquêteur privé Steve Fisher, qui vient souvent dans cette émission, a publié sur X quelques explications sur cet équipement et sur son fonctionnement, car il l'a utilisé lors de plusieurs recherches de personnes disparues. Steve dit: cet appareil peut capter toute une gamme de signaux comme le Wi-Fi, les données cellulaires, les fréquences radio, les émissions et même les émissions provenant d'un pacemaker, dit-il. Il faut voler très près du sol et cet appareil ne permet pas, par exemple, de balayer une ville entière. Il doit être utilisé sur une zone précise. D'après son expérience, lors des 3 cas où il l'a utilisé, ils n'ont pas eu de succès, mais cela ne veut pas dire que ça ne pourrait pas fonctionner. Dans le cadre de la recherche de Nancy Guthrie, le FBI a doublé la somme d'argent qu'il offre en récompense pour toute information menant à Nancy Guthrie. La récompense pour la ou les personnes qui l'ont enlevé atteint désormais 100 000 $. Les forces de l'ordre ont reçu des milliers de témoignages, beaucoup après la diffusion des images de surveillance sur les réseaux sociaux par le directeur du FBI, Kash Patel. Et regardez, quand on voit ces images, c'est incroyablement saisissant. Cela donne un visage au monstre qui serait derrière l'enlèvement de Nancy Guthrie. Un monstre masqué à ce stade. Mais nous allons parler dans un instant des raisons pour lesquelles la publication de ces images par le FBI, à ce moment-là, a peut-être été une erreur dans cette enquête. Maintenant, alors que l'enquête se poursuit, les forces de l'ordre comptent vraiment sur le public pour leur fournir des vidéos de surveillance. Jeudi après-midi, le shérif du comté de Pima
à solliciter ceux ayant des caméras de surveillance à domicile, comme Nest ou Ring, qu'il recherche. Des vidéos du 1er janvier au 2 février 2026 dans un rayon de 3 km autour de cette partie de la ville. East Skyline Drive et North Campbell Avenue. Et il dit qu'ils veulent tout ce qui montre des véhicules, de la circulation, des piétons ou une activité suspecte. La maison de Nancy est à environ 6 km au sud de cette intersection. Ils contactent aussi les utilisateurs de caméras sur l'application Neighbors. Donc si vous regardez ceci et que vous recevez une demande sur l'application Neighbors de la part de quelqu'un disant qu'il fait partie des forces de l'ordre, il devrait y avoir une coche bleue. Comme ça, vous savez que c'est officiel. Il y a aussi un lien que le bureau du shérif a publié sur X, où vous pouvez maintenant soumettre des vidéos comme preuve. Avant, les forces de l'ordre cherchaient des vidéos à des moments précis, pas tout au long de janvier à février. Mais Kvo a dit que les habitants du quartier Catalina Foothills à Tucson sont invités à remettre toute vidéo de surveillance qu'ils possèdent à des moments très précis. L'une de ces dates est le 11 janvier, soit environ 22 jours avant que Nancy Guthrie ne soit enlevée, entre 21h et minuit. Ils recherchent également des enregistrements du matin du 31 janvier, entre 9h30 et 11h, très tard. C'est parce qu'ils disent qu'il y avait un véhicule suspect dans la région vers 10h du matin. Ils n'ont pas précisé à quoi ressemblait ce véhicule, mais nous savons qu'ils se sont rendus à ce cercle K au début de cette enquête. Celui près de la maison de Nancy Guthrie, recherchant des vidéos de surveillance sur un véhicule suspect, ont-ils déclaré. Mais vous savez, le véhicule, une partie de cela pourrait en être un exemple. Du point de vue du public, nous n'en savons peut-être pas autant que nous le pensons dans cette affaire. Maintenant, quand vous regardez ici, c'est la nouvelle affiche de personnes disparues publiée par le FBI. Une fois, la récompense a été doublée à 100 000 $. Si vous avez des informations sur Nancy Guthrie, contactez le shérif du comté de Pima au 523 150 et 1 400 90 00. Et vous pouvez également contacter le FBI au 1-800-CALL FBI ou aller sur tipsfbi.gov. Dan Brunner, ancien agent spécial du FBI, nous rejoint pour discuter davantage de cette affaire. Merci de nous rejoindre sur Law and Crime alors que nous suivons les recherches pour Nancy Guthrie. Je sais que nous sommes en train d'analyser certains des rapports médiatiques concernant des éléments précis de preuve, en particulier des gants. Il me semble qu'une paire de gants a été retrouvée à 3 km du domicile de Nancy Guthrie. Comment cela peut-il influencer l'affaire? Comment savoir si ce gant appartient bien à la personne vue sur la vidéo devant la porte d'entrée? Et cela ne sera pas possible tant que les gants dans la vidéo n'auront pas été retrouvés. Donc, nous ne savons pas si les gants découverts au bord de la route sont ceux que cette personne portait. La seule façon de dire de manière définitive que ces gants découverts au bord de la route appartiennent à cette personne sera lorsque cette personne sera arrêtée et que son ADN sera comparé à l'ADN retrouvé à l'intérieur des gants. Jusqu'à ce moment-là, ce n'est qu'un indice. Cela nous donne des informations. Ils ont de l'ADN qu'ils ont récupéré à l'intérieur du gant. Cet ADN sera envoyé dans des laboratoires pour analyse, puis il sera entré dans le CODIS. Pour comparaison avec l'ADN qui se trouve actuellement dans le système, lequel conserve tous les ADN. Chaque individu arrêté au niveau fédéral, qui est placé en garde à vue, pas seulement interrogé, mais bien placé en garde à vue, reçoit un prélèvement ADN. Ce prélèvement ADN est ensuite soumis à cette base de données conservée pour référence future. Si cet individu a déjà eu des interactions avec les autorités fédérales, peu importe si c'était avec le FBI, la DEA ou le HSI, s'il a déjà été arrêté par une autorité fédérale. Ce prélèvement ADN provenant du gant sera découvert, puis ils le trouveront et nous pourrons à nouveau obtenir une identification. Cela ne prouve toujours pas de façon définitive que l'individu dans la vidéo est celui qui porte les gants, cet individu qui est dans CODIS. L'ADN sur les gants au bord de la route pourrait être celui d'une personne travaillant ce jour-là. Il avait déjà été arrêté auparavant. S'il correspond à la description, alors une fois cet indice fourni, d'accord, nous avons un individu qui correspond à la description physique et nous avons les gants. Où réside-t-il? Très bien, cela nous donnera un motif probable pour un mandat de perquisition à son domicile basé sur l'ADN des gants qui semble correspondre à ceux de la vidéo selon le CODIS. Sa description physique, un M75, un M78 corpulence moyenne, correspond à la vidéo. Je pense que cela suffirait pour qu'un juge fédéral délivre un mandat et qu'une perquisition soit menée à la maison. S'il trouve le sac à dos, les vêtements, le masque ou tout autre matériel ayant pu servir à commettre un crime, tout cela sera alors rassemblé comme élément de preuve dans une procédure judiciaire et cela servira à les traduire en justice et à les inculper pour d'autres crimes fédéraux. Mais ça,
Ce n'est qu'un des éléments, ce n'est certainement pas la preuve irréfutable, mais c'est l'un des éléments. Il y a tellement de spéculations dans cette affaire, comme nous le savons tous. Et il semble que ça ne fasse qu'augmenter de jour en jour, c'est épuisant. Franchement, cela fait déjà 15 jours que ça dure. Il semble que lorsque les forces de l'ordre restent silencieuses, même si le shérif a déjà donné des interviews, il ne fait plus vraiment de conférences de presse. Les spéculations semblent devenir de plus en plus nombreuses. Comment décririez-vous la façon dont cette enquête a été menée, en tant que personne qui connaît bien le fonctionnement de ce type d'enquête? Je pense que l'enquête de jusqu'à présent se déroulait très bien. Je pense que le comté de Pima, vous savez, a peut-être libéré la scène un peu trop rapidement. Je pense qu'ils avaient la scène. Et nous en avons déjà parlé et le shérif du comté de Pima l'a déjà reconnu. Vous savez, il a peut-être été un peu rapide à la relâcher et tout le monde comprend cela. Mais cela fait partie des rapports après action. Cela fait partie du fait de se plonger dans une enquête qui aurait dû être conservée, qui aurait dû être analysée plus en profondeur. Le comté de Pima. Je suis sûr que leurs équipes de réponse aux preuves sont excellentes, mais honnêtement, personne n'est aussi bon que l'équipe de réponse aux preuves du FBI. Leurs équipes d'analyse, de collecte sur le terrain et de réponse aux preuves sont incomparables, parmi les meilleures au monde. Et les faire venir, ça aurait été aussi simple que de leur demander « Hey, pourriez-vous venir nous soutenir ?» Une enquête fédérale a été ouverte moment où le FBI a demandé à récupérer la scène. C'est ainsi que s'est déroulé ce qui a eu lieu la semaine dernière. L'enquête progressait. Et je pense qu'il y a eu un petit temps mort. Je pensais vraiment qu'il y avait un petit temps mort. Mais grâce au travail incroyable de notre équipe, l'équipe d'analyse et de surveillance cellulaire CAST, qui est composée d'agents et de membres du personnel de soutien qui effectuent des analyses cellulaires. Ils récupèrent les preuves numériques, ils les comprennent vraiment en profondeur, les analysent jusqu'au cœur du sujet, puis les présentent comme preuves matérielles. L'équipe CAST en Arizona travaillait avec les serveurs Nest parce que Mademoiselle Guthrie ne l'enregistrait pas, donc ils examinaient la possibilité de récupérer les données perdues dans la vidéo sur les serveurs et ils ont réussi. Maintenant, c'est là qu'il y a eu une erreur et un cafouillage de la part du FBI, de la direction du FBI, et je suppose que cela vient du directeur Patel. C'est qu'ils ont décidé de publier la vidéo maintenant. L'une des choses que j'ai dites, j'étais littéralement en direct à l'antenne avec l'un de vos homologues. Lors de la diffusion de la vidéo, je commentais en direct et j'ai tout de suite affirmé en être certain. Le FBI a eu plusieurs jours pour l'analyser, la décortiquer, examiner chaque élément, chaque petit indice dans cette vidéo avant de la remettre au public. Je crois qu'ils l'ont eu 2 ou 3 jours. Que s'est-il passé ensuite pendant 1 ou 2 jours? Vous avez vu la tente être installée pour l'analyse de la hauteur, puis vous avez vu le sac à dos être identifié. Ça, Pour moi, c'était clair que cela avait été fait après la libération. Il n'y a aucun agent du FBI, aucun membre de l'équipe, aucune réponse aux preuves, aucun individu du casting. En tant qu'agent chargé d'enquête depuis 20 ans, il est hors de question que je veuille que cette information, cette vidéo, soit rendue publique. La première raison, c'est que je n'ai pas eu l'occasion de l'analyser. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans que je pourrais identifier et réaliser dans quel magasin ça a été acheté. Et ensuite, au magasin, il pourrait fournir une vidéo de surveillance. Et ensuite, nous pouvons identifier une personne d'intérêt sans qu'il sache que nous les suivons, sans qu'il le sache. Cela nous donne l'avantage. En publiant cette vidéo, Kash Patel a décidé de la diffuser pour une raison quelconque, des raisons de relations publiques pour dire que le FBI fait du bon travail. Nous n'avons pas besoin de ce genre de victoire en relations publiques, mais Kash Patel a décidé de le faire. Il a ensuite redonné l'avantage au criminel. Pourquoi? Parce qu'une fois que ce criminel sait, qu'est-ce qu'il va faire? Se débarrasser du sac à dos, se débarrasser du masque, se débarrasser de la veste, se débarrasser de l'arme. Des preuves claires qu'un procureur américain d'État ou de district souhaiterait présenter au tribunal pour démontrer qu'elles ont été trouvées à son domicile. Voici la vidéo de lui, vous savez, en train de désactiver la caméra de la sonnette Ring. Cet individu peut maintenant aussi prendre la fuite. Il pourrait être à l'autre bout de la planète en ce moment parce qu'il se dit « Oh non, ils m'ont sur vidéo, vous leur donnez l'avantage. » Cela a complètement été un énorme casse-tête pour les enquêteurs. Ça ne leur a pas donné l'opportunité. Ensuite, en plus de tout cela, avant, ils pouvaient vraiment disséquer le sac à dos, l'analyser et déterminer la marque. Voici les magasins. Cela aurait pris au moins 4, 5 ou 6 jours, n'est-ce pas? oui, Pendant ce temps-là, au cours de ces 3 premiers jours, 14 000 signalements ont été faits, 14 000 signalements ont été fournis, inondant le FBI de pistes.
Et cela a nécessité que chacun de ces signalements soit vérifié, qu'ils soient examinés pour que les enquêteurs aient le temps de les analyser. D'accord, nous recherchons un individu mesurant 1,78 mètres qui porte ce type de sac à dos. Nous savons que ce sac à dos est vendu dans ce magasin. Cela aurait été 14 000, ce qui aurait représenté beaucoup moins de signalements et n'aurait pas submergé le système. Ces agents du FBI en Arizona, ces analystes, ces employés de soutien, ils travaillent d'arrache-pied. Et en diffusant cette vidéo trop tôt, Kash Patel a créé une quantité excessive de travail supplémentaire pour cette équipe d'enquête alors qu'ils n'ont pas besoin de faire cela. C'était une erreur, à 100% sans aucun doute, et je suis sûr que chaque agent d'enquête, tout le monde sur le terrain, était totalement en désaccord avec cela. Parce que si l'on regarde quelques cas où nous avons vu des personnes qui ont été détenues puis relâchées, il y a ce monsieur à la frontière américano-mexicaine qui s'appelait Carlos. Un signalement est arrivé, quelqu'un a dit qu'il fallait surveiller ce type, puis la belle-mère l'a confirmé. Lorsque le SWAT est entré, ils montrèrent des photos en demandant Est-ce votre gendre? Elle a répondu non. L'autre soir, à 3 kilomètres de chez Nancy Guthrie, il y a aussi eu un contrôle routier. Je pense que le jury n'a pas encore décidé s'il y avait des informations publiques prises dans cette maison, ce qui pourrait être utile à l'enquête. Que pensez-vous de ces informations qui arrivent? Jusqu'à présent, au moins 2 personnes ont été détenues, interrogées puis relâchées par les forces de l'ordre. Je n'ai aucun problème avec la détention et l'interrogatoire de quelqu'un. Sur la base de l'information, je suis curieux de voir l'écriture et l'affidavit pour le mandat de perquisition. Parce que pour obtenir un mandat de perquisition pour une maison, il faut avoir des raisons probables de croire que cette maison contient des preuves du crime. Avoir ce renseignement devait soit être extrêmement précis, soit simplement avoir un renseignement qui dit « Oh, je crois que ce type, ce gars X, l'a fait ». Pour moi, c'est assez faible. Mais s'ils ont pu obtenir un mandat de perquisition fédérale sur cette base, je suis curieux de voir quel était le motif probable pour exécuter un mandat de perquisition. Je n'ai aucun problème avec leur détention et interrogatoire d'individus, mais cela date de la publication de la vidéo. Si les équipes avaient eu le temps de se préparer, on ne partirait pas dans toutes les directions comme une poule sans tête à arrêter et détenir des gens. Ça aurait été beaucoup plus ciblé, vous savez, une enquête approfondie. Sans parler du fait que s'ils avaient été capables de déterminer et qu'ils avaient tout exploité. Ça vaut tout le jus qu'on peut tirer de cette vidéo, puis déterminer un suspect sans que cette personne sache qu'elle est surveillée. Voilà. Ils regardent derrière eux, à gauche puis à droite, car ils croient que le FBI les poursuit. Encore une fois, je n'ai aucun problème à ce qu'ils arrêtent, détiennent, interrogent et relâchent des gens. Cela fait partie de l'enquête. Dans ma carrière, j'ai visionné d'innombrables caméras de sonnettes, Ring, Nest, etc., à mesure que ces appareils gagnaient en popularité. Des vidéos de surveillance de suspects. Maintenant que nous avons tous vu cette vidéo et que tu la regardes, je veux dire en termes de suspects que tu as vu à la caméra, où tu peux tirer quelque chose de cette vidéo, je veux dire à quel point c'est précieux, spécifiquement pour cette personne. Quelles sont les choses que tu extrais de cette vidéo quand tu la regardes? Eh bien, cela confirme ce que je disais avant la diffusion de la vidéo, à savoir que cette équipe ou ce groupe de personnes était composé d'amateurs. Ce ne sont pas des criminels ou des ravisseurs professionnels, et je l'ai déjà dit, on ne kidnappe pas. Je veux dire, d'après mes discussions avec de nombreux homologues dans l'équipe de négociation de crise, on ne kidnappe pas une femme de 84 ans avec des problèmes médicaux. N'est-ce pas? On ne le fait pas. Je veux dire, parce qu'elle, si tu fais ça pour Kinette, pour une rançon, il lui reste une semaine peut-être. Si tu ne l'as pas, si tu n'as pas son traitement, une semaine peut-être. Au mieux, tu enlèves quelqu'un qui a la quarantaine, quelqu'un qui a la trentaine. Et en plus de ça, les communications, tu les as envoyées aux médias locaux, à TMZ. Il n'y a pas de canal de communication clair. Tu ne donnes pas de moyens de communiquer. À l'époque, avec la diffusion de la vidéo, ça a confirmé ma théorie selon laquelle c'était des amateurs. Il portait un sac à dos très distinctif. Il portait une chemise très reconnaissable. Il avait une arme, un étui à un endroit où on n'est pas censé porter un étui. Le port d'une arme de taille normale en appendix se fait généralement à l'intérieur de la ceinture sur le côté, pas directement devant l'entrejambe avec un étui complet. Donc j'ai vu ça, j'ai dit, ce type c'est un criminel en herbe. Ce n'est pas, tu sais, ce n'est pas un professionnel au mieux et il fait des erreurs tout le temps. Il est resté là 41 minutes, puis sur le perron 3 à 5 secondes. Si tu regardes les gouttes de sang, il y avait les caméras de presse quand la vidéo est sortie. Quand la scène a été rendue publique, les caméras de presse sont montées sur le perron. On voit le sang couler en gouttes vers le bas. D'accord, elles n'étaient pas inclinées, c'était des gouttes,
pas traîné ou sorti en urgence. Boum! Donc, elle est restée sur place environ 3 à 5 secondes, je dirais. Elle saignait de la main ou du bras. Sa main laissait juste couler le sang tout droit. Encore une fois, ils sont debout sur le perron. Si c'était des professionnels, ils l'auraient fait entrer et sortir rapidement. Ils se seraient dépêchés d'entrer et de sortir. Si c'était un cambriolage, ils seraient entrés. Ils voudraient être dedans et dehors en quelques minutes. Si c'était un cambriolage qui a mal tourné, ils l'auraient sans doute blessé puis tué avant de partir en quelques minutes. Donc, il y a de nombreux éléments qui, pour moi, indiquaient que ce n'étaient pas des professionnels, ce n'étaient pas des ravisseurs qui savaient ce qu'ils faisaient. Et, comme je l'ai dit, j'attends que le cercle se referme sur eux. Nous approchons du moment où ce n'est plus le comté de Pima ou le FBI qui trouvera cet individu, mais lui qui fera une erreur. Et puis eux, comme Luigi Mangione qui enlève son masque pendant 1 seconde et quelqu'un dans le McDonald's en Pennsylvanie le reconnaît, ce sera juste une petite erreur de leur part qui aurait pu leur permettre de s'en sortir. Mais ils vont faire une erreur parce qu'ils sont nerveux, ils sont stressés. Au fil du temps, les chances d'une issue positive pour Mademoiselle Guthrie diminuent, mais il devient plus probable que cette personne se fatigue et fasse une erreur. Oui, et c'est ça qui est difficile parce que ça fait maintenant 15 jours et on s'inquiète. Parce que sa santé, je sais, tu sais, au début, la question était liée à ses médicaments. Si elle ne les prend pas dans les 24 heures, ça pourrait être fatal. Et donc, tu sais, tu t'inquiètes vraiment à ce sujet sur la façon dont ça va se passer du côté amateur. Parce que, je veux dire, et je ne suis pas un professionnel des forces de l'ordre, mais j'ai regardé ça et c'est comme, voilà un gars qui clairement ne savait pas que la caméra de la sonnette Ring fonctionnait, ou qu'un Nest, tu sais, allait être là. Et puis, il a un peu comme attrapé les fleurs, ça semblait bizarre. Es-tu étonné qu'après 15 jours, aucune arrestation n'ait eu lieu? Sachant qu'il s'agit peut-être d'un groupe très amateur, l'erreur n'a pas conduit à placer déjà cette personne en garde à vue. À ce stade, oui. Au début, je pensais que c'était un groupe. Je n'ai pas vraiment confiance que ces emails envoyés via TMZ provenaient réellement du groupe. Je veux dire, je n'ai pas vu le contenu des emails. Mais apparemment, il y a quelque chose qui indique qu'ils connaissaient spécifiquement l'intérieur de la maison. Quelqu'un qui livre pour DoorDash pourrait voir l'intérieur de la maison et en parler, ou vous pourriez la visiter virtuellement sur Zillow. Je recommande à tous mes clients ici dans le Montana, où je fais du conseil en sécurité, de retirer leur maison de Zillow, sinon quelqu'un peut voir l'intérieur de leur maison. Donc, pour qu'ils disent quelque chose dans ce genre, c'est comme dire, eh bien, ça pourrait venir de Zillow, donc je ne suis pas très confiant, je ne sais pas pour ça, donc je ne connais pas le contenu des emails. Mais oui, au début, je pensais qu'il s'agissait d'un groupe d'individus, 2 ou 3. Je pense qu'à ce stade, je penche plutôt pour l'idée qu'il s'agit probablement d'une seule personne, un individu, peut-être un autre acteur. Parce que plus le temps passe, plus une autre personne du groupe, le maillon faible, va devenir nerveuse, tellement nerveuse qu'elle va aussi finir par faire une erreur. Donc, je dis, plus le temps passe, plus le groupe est petit. C'est parce qu'ils sont amateurs et qu'ils ne sont pas des professionnels. On verra comment ça se passe. Après plus de 2 semaines, tu espères juste une résolution proche, tu gardes espoir. Mais avec autant d'agents qui travaillent au-dessus, tu le sais, et je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de sommeil en ce moment. Et beaucoup de gens le prennent à cœur parce qu'ils veulent vraiment résoudre ça. Que cette personne soit traduite et qu'on retrouve Nancy Guthrie. Dan Brunner, agent spécial du FBI à la retraite, c'est un plaisir de vous recevoir sur Law and Crime. Merci d'être là. Avec plaisir quand vous voulez. Très bien, avant de partir, je veux simplement continuer à afficher ces numéros dans l'espoir que quelqu'un voit ceci et que cela ravive sa mémoire. Et ils peuvent simplement appeler les autorités et fournir des informations. Si vous avez la moindre information concernant Nancy Guthrie, contactez le shérif du comté de Pima au 523 150 et 1 490 00. Et vous pouvez également contacter le FBI au 1-800-CALL FBI Rendez-vous sur tipsfbi.gov. C'est tout pour cette édition de On the Case présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Spotify. Nous sommes également diffusés sur Peacock. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.